Donc, on prend une liste peut-être. Est-ce qu'on peut prendre une liste de ceux qui veulent intervenir? Je vois par là. Donc, je donne... Non, attendez. Voilà, donc on ouvre une liste. Donc il y a Mamadou Yaro Baldé, qui d'autre? Oui, là. Bonjour. Voilà. Mansour, oui. Voilà, donc elle va me donner la liste. Et il y a Mansour aussi. Oui. Le premier inscrit, donc vous avez la parole. En attendant, donc, regarde, madame, il y a Mansour. Oui. Posez votre question. Merci beaucoup, cher modérateur. Moi, c'est le modèle Baldé. Je suis maître de conférence au département d'histoire. Il faut qu'il Alors, je ne suis pas littéraire. Je ne suis pas littéraire. Je ne suis pas non plus géographe, encore moins économiste. Mais je voudrais, puisque je m'intéresse depuis 15 ans maintenant à ces questions liées au changement climatique. D'ailleurs, mon dernier ouvrage qui va paraître en 2026 est intitulé La gouvernance forestière et pastorale en Casamance de 1920 aux années 1990. Donc je m'intéresse, si vous voulez, un tout petit peu à cette question-là. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du professeur Ndiaye sur un aspect que je n'ai pas entendu dans sa communication. On parle souvent de données en géographie, mais il me semble que les données que les géographes utilisent ou autres scientifiques, ce sont souvent des données qui écartent, si vous voulez, une partie de la population, et notamment les régions périphériques. Si vous voulez, pour moi, ce sont des données partielles, utilisées, qui ne permettent pas toujours de comprendre les stratégies d'adaptation qu'il faudrait évidemment initier. Si on s'intéressait par exemple aux imaginaires des populations, si on s'intéressait aux perceptions des populations, je pense qu'on aurait, si vous voulez, une idée encore précise des stratégies d'adaptation qu'il faudrait appliquer. Je donne l'exemple d'une région qui s'appelle, ou d'un village qui s'appelle Médina Rofoula, c'est un département maintenant, qui est à la frontière avec la Gambie. Mais le pasteur Peul, qui abat des arbres, ne considère pas cela comme un danger, ou ne considère pas cela, si vous voulez, comme des éléments qui peuvent avoir des répercussions dans le changement climatique. Quand il abat des arbres, il considère ça comme étant une stratégie de survie dans un contexte pastoral. Donc celui-là n'a pas la même perception des changements climatiques que vous et moi. Donc c'est pourquoi je considère qu'il faudrait, au-delà de la géographie, s'intéresser à des travaux d'historiens, de sociologues, d'anthropologues, et de s'inscrire non pas dans l'interdisciplinarité, puisque pour moi ce n'est pas important, mais de s'inscrire plutôt dans la transdisciplinarité. Je vous remercie. Merci. Merci, c'est une très bonne question. On va y revenir tout à l'heure. Donc, M. Fall, on va ramasser d'abord les questions pour avoir donc des réponses. M. Fall de COSIDEP. Bonjour. Donc, c'est M. Fall, et le coordinateur régional de la COSIDEP à Saint-Louis. La COSIDEP, c'est une plateforme de la société civile qui travaille sur les questions donc, de l'éducation, pour la qualité de l'éducation. Enfin, en tout cas, nous vous remercions et nous vous félicitons pour cette activité et de nous faire part également dans cette activité. Et je vais parler juste sous l'angle des infrastructures scolaires. À Saint-Louis, plus particulièrement, en moins de 5 ans, plus de 6 à 7 établissements sont fermés sous le poids de
du changement climatique. Dans la région de Saint-Louis, beaucoup d'établissements ont démarré avec près de 40 jours de retard parce qu'il y avait les inondations. Et c'est dans ce sens-là que nous, au niveau de la COSYDEP, voilà 2 ou 3 ans, nous sommes sur le terrain, dans les établissements, essayer de transformer avec les enseignants et les élèves en de véritables agents de changement climatique. À Saint-Louis également, nous avons installé un observatoire local de la qualité de l'éducation qui travaille spécialement sur les questions des changements climatiques et qui affectent les établissements scolaires. En tout cas, nous invitons ici les universitaires pour qu'ils puissent venir se joindre à nous, parce que l'observatoire est à pied d'œuvre et il travaille sur les difficultés environnementales que les bâtiments en tout cas au niveau de Saint-Louis, que les infrastructures scolaires sont en train de subir. C'est juste ça, parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de crises environnementales qui affectent donc l'éducation et que nous, au niveau de la COSYDEP, nous ne voulons pas que des questions liées à ce sujet puissent affecter le canton scolaire. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les autorités pour rattraper le temps que ces écoles-là ont perdu par rapport à d'autres écoles, parce qu'aussi il y va de la question de l'équité scolaire. Voilà un point de réflexion que je voulais aborder avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. On a Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Niang. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Niang. Peut-être, voilà, Monsieur Niang, excusez-moi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. xam naa da ngeen may baal rek ma wax ko ci wolof. lu tax ndax yàlla dogal na Ali Tandian bi mu yéegee fii li mu jëkk ñaan li mu jëkk wax mooy kan mooy wax changement climatique ci wolof ci joola ak xaw ma si ban làkk ak si séeréer xaw ma ndax mi ngi fem déet ma ni ko de si wolof de ma leen ko jéem tudde ko soppeeku jaww ji dëgg-dëgg loolu daf may pousse ma remercier lool madame Ndiaye. lu tax ndax poème bi mu jàng poème boobu dana tax nit ñi dëgg li mu bëgg wax moo tax ma bëggoon ko feelu rek ci wax ko ci tubaab la ko wax man créé naa Sahel def naa taalif ci Sahel madame le temps que soo demee nga traduire ko ci wolof moo tax ma ni ko Sahel de yow soppeeku jaww ji jot na bi àndandoo tey xalaat si lu war la H bi dégloo ma xel ma wax la tey luy soppeeku jaww ji bi eggale xalaat yi ci lu mel nii jotati na L bi leeral askan bi ci lépp lu aju si soppeeku jaww ji ak li muy jur waaye jot na waay lii daal laa indi ci biir kii bi loolu daf may permettre rek ci dëgg-dëgg ñu gërëm ku mel naka waaw ñu gërëm bu baax a baax monsieur Abdoulaye Guèye ndax fale ca université Saint-Louis xam na bu baax ni tey jii dugal nañu langue nationale ci école yi moom nag mu xam ni université pratiquement ci njàng mi la bokk moom góorgóorlu na baax ba def fa conférence bu rëy waaye nangu na dugal mbir mi ci biir kon nag jërëjëf sëñ Abdoulaye Guèye asalaamaaleykum. Merci beaucoup monsieur Guèye. Nicolas Lacon. Nicolas. Est-ce que Nicolas est là? Oui. Nicolas. Oui, il est. Ah oui, il est là. Donc on va se presser par rapport à la gestion du temps. Voilà. Bonjour. Moi j'ai
juste une remarque. Les élèves, s'il vous plaît. Pour les organisateurs, le thème est très important parce qu'on le vit tous les jours. Et vous avez invité des élèves qui sont censés être les démultiplicateurs de ce qui se fait ou s'entendra ici. Malheureusement, depuis un moment, vous avez dû vous rendre compte que l'auditoire ne vous suit pas. Parce que le bruit que j'entends derrière montre un peu combien le problème des universitaires est réel. Il y a ce qu'on appelle la transposition didactique en pédagogie. Ça signifie qu'il faut passer du savoir savant au savoir accessible à ceux qui ne sont pas à votre niveau. Lorsque vous le faites, les gens qui vous écoutent vont vous suivre. Et c'est pourquoi mon intervention, je suis professeur d'histoire et géographie au lycée Ahmed Fall, j'accompagne mes élèves, je suis aussi docteur en géographie et j'ai été très intéressé par ce qui se dit puisque je me retrouve dedans. Et c'est pourquoi mon intervention, le temps est très pressé, je voudrais l'axer sur ce qui va permettre aux élèves, en sortant d'ici, qu'ils sachent au moins ce pourquoi ils se sont déplacés. Sinon, la prochaine fois, ils ne viendront pas. Hein? Alors, changement climatique, ce n'est pas quelque chose de nouvel, ça a toujours existé. Et vous vivez les effets du changement climatique chaque jour. L'émigration également, ça a l'âge de la vie de l'homme sur Terre. L'homme s'est toujours déplacé. Ce n'est pas quelque chose également de nouveau. Quel lien y a-t-il maintenant entre le changement climatique auquel on fait référence et les migrations? L'un des intervenants a parlé tout à l'heure de migrations climatiques, c'est-à-dire les migrations qui sont dues au changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le temps étant me pressant, je ne pourrai pas aller plus loin. Ce que je voudrais, c'est qu'au sortir de là, que des questions soient posées pour qu'on ne se limite pas à faire l'inventaire des conséquences des changements climatiques comme les migrations. Qu'est-ce que ces migrations vont engendrer également? Parce que nous voyons souvent que ça va amener les gens de la zone rurale vers la zone urbaine. Et ça, en tant qu'urbaniste que je suis, je sais ce que ça va impliquer comme conséquence. Mais résilience que vous dites, qu'est-ce que les populations font pour prendre des décisions idoines qui vont peut-être les aider à supporter les effets de ce changement climatique chez elles, ces populations-là? Est-ce que les migrations sont la seule alternative face à ces effets de changement climatique? Je vous remercie. Merci beaucoup. On reviendra sur cette question tout à l'heure. Et le dernier intervenant, je suis quand même un peu triste de ne pas voir un élève ou une élève poser une question. Donc Mansour Ndoye, si on peut avoir au moins un élève ou une élève, ce serait sympathique. Mansour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk muy panélistes yi élèves yi autorités yi thème tey bi dafa am solo changement climatique ak migration nga baal ma su ma xabaabale 1 minute ou 2 ndax li ko waral daf di thème bu am solo lool ci man. soo déggee ñuy wax changement climatique li ci ëpp professeur wax na ko sànq c'est au niveau des côtes. Nous avons la chance d'avoir au Sénégal 2 côtes, la petite côte et la grande côte. La petite a été agressée très tôt, mais cette agression aujourd'hui paraît ne pas être
insignifiante. Et je vais vous dire pourquoi. J'assiste depuis 1972 à cette agression au niveau de Yen, Toubab Dialaw, Ndayane, qui entend Ndayane aujourd'hui, fait allusion au port de Ndayane. Cette zone agressée depuis 50 ans et même plus, aujourd'hui va accueillir le port que l'on veut être le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Et anecdote, c'est sur cette zone où gît aujourd'hui une figure ignorée qui est le grand-père de El Hadji Gorgui Wade Ndoye. Quand vous allez sur cette zone, entre la lagune et la mer, il y a une tombe de Amadou Lamine Ndoye qui est le grand-père de El Hadji Gorgui Wade Ndoye. Ça veut dire ce que cela veut dire. Nous connaissons cette zone. Vous menez maintenant sur la Grande Côte. On nous dit aujourd'hui que de Dakar à Louga, les agressions sont multiples. Et c'est vrai. Les agressions sont multiples. Tout ce qu'il y a dans cette zone qui peut nourrir le Sénégal et l'Afrique, aujourd'hui est en danger. Le changement climatique dit son nom. Mais moi, vous m'excuserez, j'ai un faible pour la côte. La côte dit Tefes en Wolof. Et j'ai eu la chance d'initier un concept qui s'appelle Tefes. Mais Tefes pour moi veut dire temple d'emploi, de formation et de service. Pourquoi? Parce que quand vous voulez dire à un garçon de ne pas aller en Europe, vous m'excusez, il vous dit pourquoi je n'y pars pas. Ceux qui reviennent d'Europe ou des États-Unis amènent l'argent, achètent les maisons, épousent les belles dames et vous me dites de ne pas partir. Ça m'a permis de faire un tour en Europe, de faire un tour aux États-Unis et de voir comment vivent nos populations là-bas. Et là, je vous dis, si on avait le temps, nous allions expliquer plus. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment émouvant. Alors, on prend 2 élèves, l'histoire d'équilibrer, et ensuite on va procéder aux réponses. 2 élèves, ce serait bien d'avoir les filles aussi. Voilà, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Je suis l'enfant de notre Mamadou Abdoulaye Gaye, en classe de terminale L2 au Britannique militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Mon intervention se fera sur un prisme tout simple, l'exploitation du pétrole. Il semblerait que les migrations sénégalaises dues au changement climatique soient plutôt dues au réchauffement climatique. Et pour les limiter, il serait pratique d'agir pour limiter le changement climatique en lui-même. C'est pour cela que j'ai souvent débattu avec un de mes promotionnaires. Il disait qu'il ne faut pas exploiter les champs de pétrole pour une raison toute simple. Ça aggraverait le réchauffement climatique. Maintenant, moi, je disais que non, on doit le faire pour le développement. Le débat a été posé et j'ai fini par être d'accord avec lui. L'on doit, pour limiter l'émigration, ne pas exploiter le pétrole de Sangomar et ainsi participer à la réalisation des objectifs de la conférence de Paris de 2015 qui visait à limiter l'augmentation climatique par rapport à la période pré-industrielle à plus 1,5 degrés Celsius. Je vous remercie de votre attention. Merci, très belle question. Quelqu'un d'autre, le deuxième intervenant? Mais j'aurais souhaité avoir quand même une fille, je le répète, une fille pour venir équilibrer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Serine Fallou Ndiaye, élève en classe de terminale L2 au Britannique militaire de Saint-Louis. J'avais une question concernant l'écoféminisme. Parce qu'au début de la conférence, le professeur avait dit que les femmes sont les personnes les plus touchées par le changement climatique. Je voulais seulement qu'il m'établisse
un lien entre le changement climatique et la pauvreté des femmes ou bien de l'immigration? Merci. Donc, excellente question. Voilà, donc nous avons d'excellentes questions. Je vais donner donc la parole à nos intervenants. S'il vous plaît. Donc, c'est bientôt, les serrères vont bientôt aller. Ah oui, il y a une fille qui s'est ramenée et qui sauve l'honneur des filles. Applaudissements. Bonjour à toutes nos autorités et tous ceux qui ont jugé nécessaire de nous inviter, nous, le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Je voudrais aborder le sujet pertinent qui nous a amenés ici, qui parle sur le changement climatique. Ne devrions-nous pas poser la question à nous-mêmes, nous dire quels sont les actes que nous-mêmes avons posés pour que ce réchauffement climatique demeure ici dans notre pays et un peu partout dans le monde. Et quels actes devrions-nous poser pour que ça disparaisse? J'ai entendu dire par pas mal de personnes que le réchauffement climatique est un changement climatique, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive à tous les continents. Non. C'est à cause de nos actes que ce changement climatique règne ici. Et bien évidemment, ce sera à cause de nos actes que ça va disparaître pour toujours. J'ai entendu encore un jeune Sénégalais qui disait « Justice for everyone », mais aussi, il faut dire également « Justice for the nature ». Thank you so much. Merci. Donc, des questions pertinentes. Oui, Gorgui, ça fait partie de l'animation des gingembre littéraires. Oui, oui. Alors ça c'est donc deux filles, on va respecter la parité. Merci. Vous avez la parole très rapidement. Les deux micros, c'est deux micros. Voilà. Bonjour à tout le monde et bonjour mes camarades du lycée Aimé Césaire. Je me nomme Ndeye Nafissatou Diagne, je suis en première L2 au lycée Aimé Césaire. Et beaucoup de gens disent que le changement climatique est quelque chose de naturel. Mais la question principale, c'est n'avons-nous pas créé ce changement? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui montrent que la cause de ce changement n'est rien d'autre que des causes anthropiques. Donc, veuillons-nous, s'il vous plaît, revoir nos comportements et nos actes pour essayer d'éviter le dégradement de notre planète. Merci. Merci beaucoup à l'assistance. Je prends rapidement la parole avant les réponses. Le gingembre littéraire à mon ancien de Saint-Louis, professeur qui a parlé tout à l'heure, les élèves ont été toujours attentifs. Et à l'université Gaston Berger, la première édition du gingembre littéraire, ça s'est passé comme ça. Entre lycées, les élèves se sont battus intellectuellement. Et je vous exhorte à continuer à travailler ainsi parce que seul le savoir libère. Et je n'aimerais pas parler avec le cœur, mais ce gingembre littéraire que j'ai créé depuis 7 ans, je l'ai bâti avec le cœur et
s'il vous plaît, soyons tous humbles et quand on doit céder, aidons-nous pour le Sénégal. Je vous remercie. Merci Gauthier. Merci. De toute façon, ce n'est pas tombé dans l'oreille donc de sourds. Nos élèves sont là, donc des questions pertinentes qui sont posées. Certes, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas le temps nécessaire. On donnera à nos éminents professeurs le soin de répondre aux questions qui sont posées, parce qu'on a eu 5 questions donc, posées par l'auditoire et 4 donc, venant donc, des élèves avec une parité parfaite, 2 garçons et 2 filles. Moi, je pense que ces différentes questions, évidemment, on peut les résumer en termes donc, de surtout les aspects économiques, les aspects aussi scientifiques. Ici, c'est le possibilisme et le déterminisme. Voyez. Donc moi, je pense que ça, c'est une question cruciale qui mérite d'être posée. Parce qu'il y a certains, vous avez vu récemment le président américain qui considère que le changement climatique n'est que de la manipulation mentale. Mais vous avez vu beaucoup d'élèves dire là que non, c'est la somme de nos actes et il faut agir en conséquence. Donc là, on sera éclairé par nos, évidemment, brillants professeurs. Deuxième question aussi qui a été posée, c'est l'articulation entre la recherche, dont on dit aérien, entre guillemets, et les actions concrètes. Mais là aussi, je pense que l'université est un domaine de la théorie. Et c'est tout à fait normal qu'on vous apprend, qu'on vous enseigne à théoriser, à prendre aussi de la hauteur. Ça fait partie donc de la réflexion. L'université, son rôle, c'est la réflexion. Donc, partant de ça, parfois, ce n'est pas qu'il y a une désarticulation, mais au contraire, c'est tout simplement chacun prend sa place. Et il faut essayer de conjuguer les efforts. Et puis aussi, je pense, même parfois donc dans les discours, dans la façon d'enseigner, d'éduquer autrement. Donc on a de plus en plus des façons de faire qui ne sont pas du tout pareilles que celles qu'on connaissait en termes donc de pédagogie. Et puis, il y a eu aussi, Gorky, on est vraiment dans le gingembre littéraire. Littéraire, parce que les différentes interventions ont posé cet acte avec le premier poème donc récité par donc notre professeur, le deuxième, évidemment, la poésie pastorale parlée, et puis donc nos éminents intervenants qui sont venus aussi avec de la poésie. Je pense qu'ici, on est vraiment dans le cœur de la littérature. Hein? Et la littérature est à la fois aussi quelque chose de global, parce qu'on résume toujours la littérature de façon péjorative, mais sachez que la littérature est une œuvre de la création. Donc c'est véritablement un domaine important. Donc sans tarder, je laisse donc la primeur. Je vais laisser cette fois-ci professeur conclure. Je vais commencer par Moussa pour répondre et ensuite je laisserai donc la primeur au professeur pour qu'il puisse faire une synthèse des questions posées. Bon, merci Abdoul. Sinon, moi, je n'ai pas de questions qui m'ont été adressées, sauf que, évidemment, le changement climatique, l'homme est responsable, l'homme et la femme sont responsables de comment nous devons faire maintenant pour arriver à mitiger ou en tout cas réduire les vulnérabilités qui sont créées à travers des actes que nous posons, qui vont à l'encontre justement de notre bien-être dans notre écosystème ou dans notre écologie. Il faudrait effectivement aider, l'université doit aider l'État à pouvoir justement aider à articuler les travaux de recherche, à les traduire en politique publique beaucoup plus inclusive. Parce que l'impression qu'on a, c'est que les universitaires vont dans les fins fonds, dans les coins les plus reculés, justement pour faire des recherches dans les zones les plus périphériques, mais que ce travail de recherche reste entre chercheurs. Et le professeur Ndiaye a parlé tout à l'heure de cette architecture-là qu'on devrait en tout cas créer pour faire un pont
qui soit en cohérence et en intelligence avec les résultats des recherches au niveau, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau d'instituts de recherche. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les politiques publiques sont beaucoup plus axées, quand on parle de pastoralisme, sont beaucoup plus axées sur la production, l'amélioration de la race, de l'amélioration génétique, par exemple, et donc l'approche, ce que j'appelle l'approche productiviste. Alors qu'en réalité, on devrait quand même savoir que tout part de la culture. Ce n'est pas pour rien que toujours les Chinois mangent avec leurs baguettes. Et pourtant, ils sont bientôt la première économie du monde. Mais ils mangent toujours avec leurs baguettes. Ça, c'est culturel. Et le fait de négliger l'aspect culturel, que ce soit le PSE ou d'autres types de politiques que nous avons, afin que les États ont mis en place, on sent toujours que l'aspect culturel est négligé. Et que cet aspect, il est au cœur de la création, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Abdoul Sow, et que cette création-là, c'est ça qui nous détermine, c'est ça qui fait notre particularité, et c'est ça qui fait notre attraction. Mais c'est surtout ça qui nous fait vivre. Les femmes Peul ou pasteurs, en tout cas, sont dans l'atténuation des vulnérabilités. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ne vont plus vers Kaolack, par exemple, du Djolof vers Kaolack, mais il y a des unités laitières, par exemple, qui sont créées, qui les aident aujourd'hui à pouvoir vendre du lait sur place. Mais pour vendre du lait, il faut avoir du lait. Depuis les indépendances, par exemple, dans la zone du Djolof, il n'y a que le ranch de Doli, c'est-à-dire la zone de refuge des bêtes durant la saison sèche. Alors qu'on sait qu'on devrait pouvoir créer beaucoup d'autres mini-ranchs à travers le Sahel, à travers le Djolof, pour fixer les populations et permettre les jeunes d'aller pour un clin d'œil au monsieur de Kosidep, fixer les populations pour permettre aux enfants, aux filles et aux garçons d'aller à l'école et de devenir des vétérinaires et d'autres spécialistes, en tout cas techniciens agricoles de toutes sortes. Donc voilà ce que je voulais ajouter aux différentes questions posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Alors c'est important, je ne fais pas évidemment donc de la publicité, hein. Je le dis à mon ami Gorgui, mais sachez qu'au niveau de l'université Gaston Berger, depuis une dizaine d'années, a été créée une UFR autour de la culture. Et c'est pourquoi Moussa, d'ailleurs, je pense, devait avoir sa place dans cette UFR. C'est l'UFR CRAC, l'UFR des civilisations, religion, art et communication. Et dans cette UFR, on a un département qui enseigne les langues nationales. Vous voyez, mais beaucoup de parents sont inquiets. Ils se disent, mais qu'est-ce que vient faire mon fils en apprenant le poulard? Est-ce qu'il va réussir? Mais vous avez vu ces changements climatiques impact. On a un autre département sur les métiers du patrimoine, donc la culture, qui fonde évidemment. Et puis vous avez communication ainsi que infographie, sans oublier évidemment l'étude des religions. Donc ça c'est important, ça fait partie de notre africanité et c'est cela qui permet demain, à travers l'infographie, donc de pouvoir créer. Et ça c'est important. Une société qui ne crée pas, on va créer pour elle et finalement, je pense que les aspects culturels sont au cœur donc de nos dispositifs. Et ce que je regrette seulement, et une des personnes a posé cette question, au niveau de l'orientation de la pédagogie dans les enseignements au lycée, de plus en plus, je ne vois pas le changement climatique qui s'opère. Alors que quand vous allez en France, vous allez en Europe, aux États-Unis, de plus en plus dans ce qu'on appelle spécialisation, donc vous avez le changement climatique qui occupe une spécialité importante. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer les métiers de demain. Mais nous, pour le moment, on n'a pas ça. Et c'est pourquoi je vais laisser la parole à Madame Nian pour qu'elle nous apporte un éclairage économique. Parce que vous voyez que le changement climatique impacte sur l'économie. Et pourquoi nous, dans la façon donc de penser nos formations, que ce soit à l'université, j'ai parlé tout à l'heure de l'UFR CRAC, mais aussi donc dans les lycées qui sont là, est-ce qu'il n'y a pas une désarticulation de nos systèmes d'enseignement, de nos systèmes économiques, avec évidemment ce qui est pensé, ce qu'il fallait faire, voyez, par rapport aux questions posées tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Je vous remercie pour la question posée.
Donc, du point de vue économique, on peut dire que effectivement, il y a parfois une désarticulation qu'on peut noter par rapport aux recherches qui sont menées. Mais je pense qu'une désarticulation sera trop dire, parce que les universitaires aujourd'hui font des recherches et produisent de façon permanente sur la base de données actualisées et très récentes. On voit des études publiées jusqu'en 2024-2025 même sur la question des changements climatiques. Malheureusement, on va dire que ces documents ne sont pas exploités. Et on va revenir sur le propos qu'on a eu à donner, comme quoi les décideurs ne se basent pas sur les résultats de la recherche. Donc aujourd'hui, il y a des productions scientifiques. Beaucoup de mes collègues doctorants travaillent sur les articulations entre les changements climatiques et la sécurité alimentaire au niveau local comme international. Moi-même, je travaille sur les dynamiques du changement climatique, les articulations avec la migration. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos et lors de ma réponse aux 5 questions, il est important d'articuler les résultats de nos recherches aux décisions des politiques. Voilà. Oui, vous pouvez répondre à quelques questions, notamment les élèves qui vous ont interpellé. Est-ce que c'est chimérique, cette question-là, économiquement parlant? Ou bien, quel est l'impact économique de ce changement climatique? Est-ce que vous l'avez mesuré? Merci beaucoup pour la question. Donc, au niveau économique, si je dois parler de l'impact du changement climatique sur la migration, on peut dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cela. Je vais noter par exemple les travaux de Ben et al. En 2012 qui ont trouvé une relation très poussée, disons positive et significative, entre la migration et, disons, la population, on va dire l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, l'exode rural qui est mesuré dans la littérature scientifique comme un proxy du pourcentage de la population totale, a, d'après les recherches, un impact positif sur les migrations. On va dire que le mécanisme économique en jeu, là, c'est que les gens, sous l'impact du changement climatique, on va dire des sécheresses, du manque d'eau, etc., ne pouvons pas développer des activités agricoles et cultiver des productions qu'ils ont l'habitude de développer au niveau de leur milieu rural, de leur village, on va dire, vont se déplacer en milieu urbain. Et la plupart vont se lancer dans le secteur informel. Ce secteur informel qui est très, disons, on va dire, qui est très, on va dire qu'il est full. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le secteur informel et secteur non réglementé. Les gens ne pourront pas du tout, disons, percer, avoir des revenus. Certains aujourd'hui, comme des baoul, on va dire, les gens, des magmas du secteur informel, arrivent à accumuler certaines richesses et entraînent des migrations internationales. Donc, le changement climatique, via les températures à la hausse ou bien la pluviométrie aujourd'hui qui baisse, entraîne des migrations vers les villes et ces migrations urbaines vont se transformer en migrations internationales. Et vraiment, ces migrations internationales ne vont pas changer. Parce qu'aujourd'hui, si on se base sur les théories économiques comme les théories de Roy, aujourd'hui, bien les théories qui parlent des salaires, on va dire que tant que les gens ont l'impression que les salaires sont plus élevés en milieu urbain, même s'il y a le chômage là-bas, ils vont se déplacer, ce sont sous des pressions climatiques en milieu rural. Et donc vraiment, c'est un mécanisme qui est là, et c'est à l'État de trouver des mécanismes pour endiguer de façon durable cette fuite des populations vers l'extérieur. Merci, bravo, merci beaucoup pour cet éclairage.
Donc nous laisserons donc, la synthèse à professeur Ndiaye par rapport à des questions qui sont posées sur la question du pétrole, posée par les élèves, sur ce que j'appelle tout à l'heure le possibilisme, la relation entre tout ce qui est possible. Est-ce qu'on a le droit de transformer nos espaces pour des visées économiques, avec évidemment certains qui considèrent qu'il faut les laisser ce déterminisme donc, de la géographie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces aspects et puis essayer donc de faire une synthèse de tout ça? Professeur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues. Je vais commencer d'abord par répondre sur la question sur le changement climatique. Il n'est pas naturel, ce changement que nous vivons. Ce que j'ai dit, c'est un changement anthropique, c'est-à-dire anthropos en grec, l'être humain. Donc, anthroposphère, l'être humain et ses activités sur la nature. Avant, on prenait en compte seulement les sphères, comment dire, naturelles, la sphère de l'eau, pour le cycle de l'eau, la sphère, comment dire, la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère, sphère de la vie végétale. Mais ce changement, il est imputé parce qu'on prend en compte maintenant, comment dire, l'intervention de l'homme et de ses activités. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos que, tout simplement, ce qui devait se faire pendant des millions d'années, nous avons accéléré les cycles parce que nous sommes allés forer au fin fond de la géologie de la Terre, du centre de la Terre, et nous avons sorti des choses qui auraient mis du temps et les avons expulsées dans l'atmosphère. Et donc, c'est ce qui explique ce changement. Et donc, ça va revenir sur, comment dire, la question sur le pétrole. Et donc, la plupart des pays africains, des pays pauvres qui exploitent comment dire, ces ressources, se disent nous ne sommes pas à l'origine donc, de ce changement. Nous y avons contribué par la déforestation, entre autres. Mais la principale cause, c'est l'excès de dioxyde de carbone et de gaz à l'effet de serre dans l'atmosphère. Et comme, donc, je veux dire, certains pays ont utilisé ce moyen pour se développer, nous aussi, on ne va pas seulement rester dans la résilience, on a le droit. Donc, c'est les grands débats au niveau international, dans les colloques, donc dans les COP, etc. Jusqu'au terme de pollueur-payeur, jusqu'au marché du carbone que va développer, je crois que c'est demain, M. Fall, qui en est le spécialiste. Donc, c'est les grands débats au niveau international. Et je vais répondre aussi à une question donc, que j'ai beaucoup aimée. C'est surtout sur la perception. Parce que moi, en tant que climatologue, si je vois, ou bien en tant que biogéographe, si je vois un peul qui émonde, je me dis il est en train à la longue, de déforester. Et donc, c'est une autre perception. Parce que, je veux dire, il y a une relation dialectique, je dirais même surnaturelle, entre le peul et l'arbre, qui est très précieux pour le peul. Et donc, lui, s'il coupe l'arbre, parce que l'arbre a une façon de, comment dire, de se réadapter, une résilience donc, qui est unique. Par exemple, les autres êtres humains, les autres animaux, si on les agresse, si le climat les agresse, tout simplement, ils migrent. Ils vont dans un milieu beaucoup plus propice. Mais l'arbre, il ne peut pas courir. Il est implanté sur place. Et donc, sa relation avec le peul, c'est ça. Si l'émondage se fait de manière réfléchie, les bêtes vont avaler donc, les graines et vont déjecter à des kilomètres de l'autre côté ces graines qui vont repousser. Donc, c'est une façon de lui confier ses enfants, sa progéniture. Et l'autre chose aussi, s'il y a émondage réfléchi, le vent, il est beaucoup plus fluide parce qu'il n'y a pas cette barrière de l'arbre avec toute son épaisseur. Tout simplement, le vent, il est beaucoup plus fluide et ce vent-là, il va transporter les graines et les pollens très loin aussi. Et donc, vous voyez, donc ils vont pousser ailleurs. Comme l'arbre ne peut pas pousser, il confie ses enfants, tout simplement, sa progéniture, à ce vent qui va le faire pousser ailleurs, mais aussi à ces pasteurs dont les bêtes vont déjecter très loin et donc faire pousser tout simplement, la progéniture de cet arbre ailleurs. Donc pour vous dire que tout simplement les perceptions diffèrent, mais
Donc d'où l'importance de prendre en compte toute cette perception, traditionnelle et de l'impliquer dans les recherches scientifiques. Cette connaissance endogène, elle a son importance parce qu'elle explique énormément de choses. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors, je ne vais pas faire de synthèse pour une simple raison. Gorgui a lancé donc, ce qu'on appelle tout simplement un concours qui aurait fait, parmi donc, les écoles ici présentes, un résumé. Donc, je laisserai le soin donc, aux élèves de nous faire donc, la synthèse. Et étant donné qu'on est dans le domaine de l'université, c'est le monde de tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est sur ça que je termine le débat en vous demandant, évidemment, je vais laisser la parole à notre, évidemment, modératrice, speaker, qui va nous dire donc, la suite du programme. Merci beaucoup. Merci au professeur Abdoul Sow et à nos distingués panélistes pour ces contributions aussi pertinentes qu'essentielles. Donc nous allons maintenant observer une pause jusqu'à 14h30 pour ensuite continuer les activités du panel 2, donc, qui a pour thème climat, alimentation et politique publique. Donc on se dit à tout à l'heure.